Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Plusieurs localités frontalières ont été la cible de frappes israéliennes. L'artillerie israélienne a visé la zone d'Azraïn près de Kfar Shouba. Le poste avancé de Sama'a a également ouvert le feu sur cette même région. Un drone israélien a largué 2 bombes sur des pêcheurs au large de Ras al-Naoura. Mais c'est dans le Qaza de Tyr qu'a eu lieu l'attaque la plus meurtrière de la journée. Une moto a été ciblée par un drone, tuant un membre présumé du Hezbollah, selon l'armée israélienne. 9 personnes ont été blessées, dont 2 enfants, selon un bilan du ministère de la Santé. Dans ce climat tendu, la FINUL a également été confrontée à la méfiance des habitants. À Aynata et à Sha'ra, des patrouilles de casques bleus ont été interceptées après leur passage dans des zones résidentielles, un scénario qui se répète. L'Union européenne donne son feu vert à la levée de l'ensemble de ses sanctions économiques contre la Syrie. La décision, encore à valider formellement par les ministres des Affaires étrangères réunis à Bruxelles, a été approuvée en principe par les ambassadeurs des 27. Il s'agit d'un signal politique fort mais conditionné, confient plusieurs diplomates européens. Le cœur de la mesure, la réintégration du système bancaire syrien dans le marché international, jusque-là complètement isolé. La Banque centrale syrienne verra également ses avoirs dégelés. Objectif, encourager les investissements et la reprise du commerce alors que le pays tente de se reconstruire après plus d'une décennie de guerre. Ce geste fait écho à l'annonce choc de Donald Trump la semaine dernière. Depuis Riyad, le président américain a levé les sanctions américaines et a annoncé une rencontre symbolique avec le nouveau président syrien Ahmad al-Shara. Mais Bruxelles se veut prudente. Si les sanctions économiques sont levées, les embargos sur les armes et les dispositifs de répression restent en place. Et des sanctions ciblées pourraient encore frapper ceux jugés responsables de violences récentes contre la minorité alawite. En février déjà, l'Union avait suspendu des sanctions sectorielles. Mais ce nouveau pas s'accompagne d'un avertissement clair. Toute régression sur les droits humains pourrait entraîner un retour des restrictions. À Gaza, alors que les pourparlers semblaient timidement reprendre, les bombardements israéliens se sont intensifiés, provoquant un carnage dans la bande. Au moins 75 personnes ont été tuées selon la défense civile palestinienne. Des frappes ont visé une école à Gazaville, une maison à Der el-Balah, une station-service près de Nusayrat et un camp à Jabalia. Les victimes, des femmes, des enfants, des familles entières. Au Qatar, qui joue un rôle de médiateur, la réaction ne s'est pas fait attendre. Le Premier ministre Mohammed Ben Abdelrahman Al-Thani dénonce une escalade qui compromet toute chance de paix. Nous pensions que la libération d'Edan Alexandre ouvrirait une voie. La réponse fut une vague de bombardements, c'est irresponsable, a fustigé Al-Thani. Depuis samedi, Israël a lancé une offensive élargie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'affirme. Les combats sont intenses, nous progresserons jusqu'à contrôler tout le territoire. Objectif affiché, anéantir le Hamas et libérer les otages encore détenus depuis l'attaque du 7 octobre 2023. Dans ce chaos, Israël a autorisé l'entrée de quelques camions d'aide humanitaire, une mesure qualifiée de symbolique par Médecins sans frontières qui estime que 2 millions de personnes sont affamées. Ce geste est de la poudre aux yeux. La communauté internationale réagit. Emmanuel Macron, Keir Starmer et Mark Carney dénoncent les actions scandaleuses du gouvernement israélien et promettent de ne pas rester les bras croisés. Depuis le 7 octobre, selon le Hamas, plus de 53 000 personnes ont péri à Gaza. Côté israélien, l'attaque initiale du Hamas a fait 1218 morts. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a exprimé son profond scepticisme quant à l'issue des pourparlers nucléaires en cours entre l'Iran et les États-Unis. Nous ne pensons pas que ces négociations aboutiront, a déclaré l'ayatollah Ali Khamenei.
qualifiant de grosse erreur toute tentative de nier à l'Iran son droit à enrichir de l'uranium. Depuis le 12 avril, les deux ennemis historiques dialoguent discrètement sous médiation du sultanat d'Oman, mais les divergences restent profondes. Les États-Unis rejettent tout enrichissement par l'Iran. Téhéran, de son côté, affirme que son programme est strictement civil et conforme au traité de non-prolifération. Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, l'avait bien dit, nous continuerons à enrichir avec ou sans accord. Un temps sans ambiguïté alors que l'Iran enrichit actuellement l'uranium à 60%, bien au-delà des 3,67 prévus par l'accord de 2015, mais toujours sous le seuil militaire des 90%. C'est sous la présidence Trump que les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord nucléaire, réimposant les sanctions. Un virage diplomatique radical qualifié de pression maximale. Depuis, l'économie iranienne est à genoux, mais Téhéran refuse de plier. Il exige des garanties solides avant tout compromis, surtout face à la rhétorique de Washington. L'émissaire américain Steve Witkoff a récemment durci le ton. Même 1% d'enrichissement, c'est trop. Et Donald Trump, revenu sur le devant de la scène, n'exclut plus des frappes militaires. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi la Chine et la Russie, parties prenantes de l'accord, tentent de sauver le dialogue, mais l'équilibre est fragile. À l'issue d'un appel téléphonique avec Vladimir Poutine, le président américain Donald Trump a déclaré que la Russie et l'Ukraine allaient entamer immédiatement des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Mais Moscou reste inflexible, pas de trêve sans conditions. Côté russe, Vladimir Poutine a jugé la conversation utile, affirmant sa volonté de travailler sur un mémorandum pour un éventuel traité de paix. Mais il rappelle que des compromis devront être trouvés. Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump assure que la guerre doit cesser et évoque même le Vatican comme lieu potentiel pour les discussions, sans toutefois donner de date ni de lieu précis. Mais à Kiev, la prudence domine. Volodymyr Zelensky a déclaré avoir demandé à Trump de ne rien décider sans l'aval de l'Ukraine. Il réclame toujours un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours et appelle à renforcer les sanctions contre Moscou. Pendant ce temps, les combats se poursuivent sur le terrain. Ces derniers jours, plus de 270 drones explosifs ont été lancés par la Russie, selon l'armée ukrainienne. 2 localités sont tombées aux mains des forces russes. Donald Trump a tenu à informer ses partenaires européens, dont Emmanuel Macron, Giorgia Meloni et Ursula von der Leyen. L'Union européenne, elle, brandit la menace de nouvelles sanctions si aucune trêve n'est acceptée par le Kremlin. À l'occasion de la Journée mondiale des abeilles, une prise de conscience plus aiguë des dangers qui menacent ces producteurs de vie. C'est dans cette optique qu'à Avignon, au sud de la France, derrière les murs des laboratoires de l'INRAE, un combat silencieux s'organise, celui pour la survie des abeilles face au retour possible des pesticides. Dans ce laboratoire de pointe, les chercheurs testent depuis plus de 10 ans les effets des pesticides sur les colonies d'abeilles. Une expertise unique au monde qui repose sur des expériences à la fois minutieuses et alarmantes. Les chercheurs affirment que même à faible dose, les pesticides modifient le comportement des abeilles. Elles ne retrouvent plus leur ruche, leur communication est perturbée, la colonie entière peut s'effondrer. Dans ces cages transparentes, de jeunes abeilles sont nourries avec une solution sucrée contenant des traces de pesticides. Les effets ne tuent pas mais désorientent. Grâce à des puces fixées sur leur dos, les scientifiques suivent en temps réel les allées et venues des butineuses. Celles qui ne reviennent pas sont perdues à jamais. En effet, selon les chercheurs, une abeille domestique ne peut pas vivre seule. Quand elle ne retrouve pas la ruche, elle meurt. Et les apiculteurs se retrouvent avec des ruches vides. Lorsqu'elle passe à travers les canaux avec une puce électronique, donc le lecteur va émettre un signal radio et en retour la puce de l'abeille va émettre un signal codé qui correspond à son numéro de puce et les informations temporelles telles que la date, les heures, les minutes vont être enregistrées également au moment du passage de l'abeille. Dans le cadre de nos recherches, on a pu démontrer que les pesticides, donc principalement les fongicides, mais également les insecticides, à des doses
aux doses qu'on utilise actuellement, eh bien, ont des impacts non létaux sur les pollinisateurs, dont l'abeille à miel, qu'on appelle aussi parfois l'abeille domestique. Ces effets, ça va jouer notamment sur le service de pollinisation qui va être essentiel à notre agriculture, mais également pour les plantes sauvages et pour l'ensemble de la biodiversité. Donc les pesticides vont contaminer aussi toute la chaîne alimentaire et les différents milieux. La communauté scientifique s'inquiète, les pollinisateurs sont essentiels à l'équilibre des écosystèmes. Les reléguer au second plan pourrait coûter bien plus cher à long terme. À Avignon, la ruche scientifique continue de bourdonner, car protéger les abeilles, c'est aussi protéger l'agriculture et notre avenir. Et nous arrivons à la note finale de ce journal. En Syrie, les rênes du pouvoir ont changé de main et les rêves d'équitation longtemps bridés galopent désormais en liberté. Dans les arènes équestres de Dimas, près de Damas, des cavaliers comme Ziad Abu Dahab écrivent une nouvelle page de leur histoire, une histoire longtemps verrouillée par le pouvoir Assad. À 25 ans, Ziad vise aujourd'hui la victoire, un rêve impensable il y a encore quelques mois, lorsque les résultats des compétitions étaient selon lui connus d'avance, les chevaux les plus puissants réservés aux membres du clan présidentiel. Ziad affirme: mon rêve à l'époque, c'était juste de finir troisième. Nos chevaux n'avaient aucune chance face aux leurs, importés d'Europe. L'équitation syrienne, longtemps façonnée par le défunt Bassel al-Assad, fils aîné de Hafez al-Assad, était devenue un emblème du régime. Statut, infrastructure, compétition, tout portait son nom, jusqu'à l'exclusion pure et simple des autres. Mounana Shaker, 26 ans, n'a pu approcher un cheval qu'après la chute du régime. Son père craignait pour sa sécurité. Un cavalier, dit-il, aurait même été emprisonné pour avoir battu Bassel. Dans ce centre, Shadi Abu Dahab forme désormais 240 chevaux. Il se souvient, 40 d'entre eux étaient strictement interdits à quiconque n'était pas du cercle Assad. Il souligne qu'aujourd'hui, ces chevaux appartiennent au peuple et désormais l'équitation est enfin devenue un sport ouvert. Jawad, 12 ans, et de ceux qui incarnent cette nouvelle ère. Il monte aujourd'hui Topsy, autrefois propriétaire exclusive de Cham al-Assad, la fille de Bachar el-Assad. Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci pour votre attention. Bonsoir.